Eh bien voilà, l'enregistrement commence normalement. Bonjour Noémie Bonjour Mylène. et bienvenue dans ce, je crois, le 20e live des Fizen. Alors tu vois Noémie, il y a eu 19 fois où tout a bien fonctionné. Et puis le 20e, c'est un petit peu la catastrophe. Donc là, il est 11h30, donc on a pas mal de retard. Et puis surtout, l'outil habituel ne fonctionnant pas, on a décidé un peu de contourner la chose pour quand même animer ce moment, passer ce petit moment ensemble. Et puis moi, j'avais pas mal de questions à poser à Noémie sur cette thématique que je trouve très intéressante, donc qui est celle des blessures du passé, de comment mieux vivre avec son passé, peut-être l'accepter. Enfin, on va voir. Moi, j'ai quelques petites questions qui m'ont été remontées parce que faut que tu saches, Noémie, hein, moi, dans la méthode que je propose, eh bien, c'est vrai que je parle beaucoup du présent. Je parle beaucoup donc de la pleine conscience, de méditation. Je parle du fait de positiver. Je parle beaucoup du futur également. Se fixer des objectifs, les atteindre. Donc, on est beaucoup dans le présent et le futur. Et c'est vrai que le passé, c'est quelque chose que pendant longtemps, j'ai un peu éludé. J'avais mis ça un petit peu de côté en me disant que tu connais sûrement ce dicton bouddhiste qu'il vaut mieux retirer la flèche avant d'analyser d'où elle vient. Et du coup, moi, j'étais vraiment partie un petit peu dans ce sens-là. Et puis, au fil de mes apprentissages, je me suis rendu compte que c'était tout de même important de comprendre, de creuser un petit peu ce qui s'était passé parce que parfois, on réitère en fait des… Bonjour Maxime, ravie. Parfois, en fait, il y a des choses qu'on renouvelle parce que, eh bien, on n'a pas soigné certaines choses du passé, et donc je trouvais intéressant, eh bien, tu vois, de creuser quand même de ce côté-là pour pas faire toujours les mêmes erreurs. Et voilà, parce que je pense que ça peut impacter en fait nos actions du présent et puis la direction qu'on prend dans le futur. Et donc, je me suis mise à m'intéresser de plus près en fait à cette question du passé. Et je suis rapidement tombée sur tes travaux, notamment ce que toi tu fais, ce que tu proposes. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça assez intéressant. Je pense que ça peut nous apprendre beaucoup. Donc voilà pourquoi j'ai décidé d'élargir un petit peu le champ de ce que je propose habituellement à mes clientes, aux personnes qui me suivent, à cette thématique du passé. Voilà, donc je suis vraiment ravie que tu aies accepté déjà ce live, hein, qui du coup sera un peu un live différé, on va dire ce petit moment, cette petite rencontre. Est-ce que tu veux déjà bien te présenter? Alors, beaucoup de mes clients te connaissent, mais pour celles et ceux qui éventuellement ne te connaîtraient pas, voilà, est-ce que tu t'accepterais de nous dire un petit peu ton parcours, comment t'en arrives à t'intéresser à cette question et voilà ce que tu proposes peut-être aujourd'hui en lien avec cette question. Alors oui, merci. Moi, je suis ravie d'être d'être avec toi aujourd'hui. Peu importe les aléas, en fait, tout est juste. Donc, c'est que ça devait se passer comme ça. Alors qui je suis? Donc, je suis aujourd'hui auteure, conférencière, formatrice en développement personnel. Euh, j'ai créé moi aussi des méthodes en ligne. Voilà, j'ai créé un livre et je transmets mes outils et ma méthode à travers ces programmes. Alors, comment j'en suis arrivée là et pourquoi je parle du passé? Simplement parce que comme toi, moi un jour j'avais mis un gros couvercle dessus parce que mon passé très douloureux en plus. Hein, moi j'ai vraiment une histoire personnelle assez compliquée, une enfance de petite fille maltraitée, avec un papa qui est très violent avec ma maman, en tout cas pendant toute la durée où il est alcoolique. Et moi, toute petite, j'assiste à des scènes absolument effroyables, des scènes qu'aucun enfant ne devrait jamais voir, voilà, des scènes de violence terribles. Et je grandis dans cet univers de violence avec une mère dépressive qui passe ses nerfs sur moi. Et à l'âge de 19 ans, je me retrouve seule dans la rue, donc je m'en vais sur un coup de tête, ou j'aime bien dire plutôt pour un coup de trop. Et je me retrouve à 19 ans dans la rue. Et finalement, alors je ne vais pas raconter toute ma vie, hein, mais on n'aurait pas le temps. Mais à un moment, je me rends compte, je me suis interrogée, en fait, je m'interroge depuis toujours, de toute petite, je m'interroge justement sur l'humanité, sur la façon dont le monde fonctionne, sur pourquoi il y a des gens heureux, pourquoi il y a des gens qui ne sont pas heureux, pourquoi ma maman, elle m'aime et elle me frappe, pourquoi il y a tant de violence dans le monde. Voilà, déjà, je suis portée par ces questions.
Et je vais les abandonner parce que je vais devenir complètement dépressive, même très tôt. Hein. Je vais faire des tentatives de suicide. Enfin voilà, comme je trouve pas de réponse et que je me sens complètement enfermée, j'essaye de m'en sortir comme je peux. Et la seule voie que je vois, c'est d'en finir. Et puis finalement, quand je vais me retrouver seule dans la rue, il va se passer un événement très important pour moi. C'est que jusqu'à l'âge de 19 ans, je fais pipi au lit. C'est tellement honteux que j'en parle à personne jamais, mais que je me dis, puisque c'est ça, tu n'auras jamais de compagnon, donc tu n'auras jamais d'enfant, donc tu ne pourras jamais aller dormir dans un hôtel, tu ne pourras jamais, je ne sais pas, aller chez des amis, passer la nuit. Enfin, je me mets tout un truc et je me dis, mais ma vie, ça ne sert à rien, quoi. Et cette première nuit que je vais passer dehors, je vais me réveiller et je n'aurai pas fait pipi. Et ça, pour moi, c'est énorme. Ça va vraiment, il y aura un avant et un après ça. Alors, j'oublie que je suis dans la rue, j'oublie que j'ai rien, j'oublie que tout ça. Et je me dis une chose, c'est que déjà, il y a une corrélation entre mon corps et mon esprit. C'est le point de départ. Et là, je suis comme le chercheur d'or. Je suis tombée sur une espèce de pépite. Elle est toute petite. Mais moi, je ne vais avoir de cesse que de creuser encore et encore pour trouver plus de pépites. Et je vais commencer à observer beaucoup les autres, à lire énormément. À l'époque, il n'y a pas de livre de développement personnel, donc je lis les livres des psychologues, des philosophes, des livres de spiritualité. Voilà, je lis la Bible, je lis plein de choses. Et je commence à m'intéresser au monde autour de moi. Et donc, je réussis à actionner quelques leviers, à voir que je peux être maître de ma vie, que je peux réussir certaines choses. Ça va me prendre énormément de temps, mais j'y arrive. Et un beau jour, mais il y a toujours un problème, c'est-à-dire j'arrive à m'en sortir financièrement, je sors de la précarité, j'arrive à plein de choses, à réussir des tas de choses dans ma vie, mais je vois, ce que tu disais, des choses qui se répètent. Et je vois bien que j'ai des blocages, des choses sur lesquelles je bute, comme si j'étais maudite d'une certaine manière. Et je comprends pas. Et en fait, c'est là où je me rends compte que j'ai mis un gros couvercle sur mon passé. Je me suis dit, voilà, c'est super, maintenant tu t'en es sortie, tu fais plus pipi, tu es indépendante, tu as un métier, etc., etc. Voilà, ça va, la vie, ça roule. Je suis pleine de gratitude en plus, parce que comme j'ai eu très peu dans ma vie, moi, j'ai énormément de gratitude. C'est pas quelque chose que j'ai eu besoin de tellement travailler, parce que c'est quelque chose que j'ai de manière assez naturelle. Et donc, tout ça me fait me dire, la vie, c'est génial. Donc, je suis très positive, sauf que, voilà, il y a des événements de temps en temps plus bas que terre, qui me perturbent énormément. Et c'est là où je vais commencer à aller remettre le nez dans ce passé, à aller introspecter, voir un petit peu pourquoi ça se répète. Et c'est comme ça que je vais comprendre qu'en fait, il n'y a rien qui se répète si ce n'est nous qui répétons les mêmes fonctionnements qui font que nous attirons les mêmes événements douloureux. Alors, je ne sais pas où tu es, je t'ai perdue, Mylène. Pourtant, moi, je t'entends. Tu es toujours là. Bon, ça va. Tant que tu m'entends. Comme tu parlais, tu étais peut-être du coup la vidéo en vedette de ton côté. Donc voilà, tu ne vois plus forcément. Mais on est là, on écoute. Alors, d'accord. D'abord, merci pour ce partage. C'est vrai que je ne connaissais pas du tout ton parcours, en fait, et savoir ce qui t'avait amené justement à te poser ce genre de questions, à t'intéresser spécifiquement à ça. Donc, je comprends et je pense que ça fait écho chez beaucoup de personnes qui vont nous regarder parce que des blessures comme ça, douloureuses qu'on cache, il y en a beaucoup, des choses parfois honteuses, comme tu le disais. Et voilà, je trouve que c'est très humain et voilà, très courageux de nous en parler. Donc, du coup, tu disais que tu t'es intéressée de plus en plus à cette thématique. Tu as suivi donc des psychanalyses ou psychothérapie. Tu as essayé d'abord cette voie? Non. J'ai essayé à 2 reprises d'aller voir un thérapeute. Malheureusement, j'avais tellement honte de mon histoire à l'époque que je ne pouvais pas la raconter. Et c'est ça qui est terrible. Aujourd'hui, j'ai accompagné plus de 4000 personnes, je compte plus, je devrais même plus, on va dire des milliers de personnes. Et je me suis rendu compte que mon histoire, on dit souvent que notre anecdotique rejoint l'universel. Alors bien sûr, on n'a pas exactement vécu ce que j'ai vécu, mais il y a énormément, et en tout cas aujourd'hui je peux même l'affirmer avec beaucoup de conviction, on a tous des blessures, on a tous vécu des traumatismes, des choses qui nous ont profondément blessés, même quand nos parents étaient bienveillants.
Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eux-mêmes appris à gérer leurs émotions, à accueillir les nôtres, à avoir une attitude. Donc il y a ça. Il y a aussi tous les viols. On sait que énormément de gens ont été violés et ne le disent pas. Moi, c'est pas mon histoire, mais c'est de la maltraitance, c'est la même chose. Et en fait, on a tellement honte, ce qui est quand même paradoxal quand même. C'est pas à nous d'avoir honte de ce qui nous est arrivé. Et pourtant, on a honte. On a honte de ce qui s'est passé. Et je vais te dire pourquoi, Mylène, on a honte. On a honte parce qu'il y a une part de nous qui se sent responsable. Moi, j'ai découvert, des choses que j'ai découvertes qui m'ont profondément marquée, et j'aimerais que les gens qui m'entendent, que vous ayez été violés ou autre chose, ou trahis, humiliés, etc., il y a une part de vous qui dit « tu l'as mérité ». Tu as fait quelque chose qui l'a mérité. Et moi, j'oublierai jamais, un jour, j'avais une dame qui avait 40 ans, je crois, et qui me racontait qu'elle avait été violée par son grand-père quand elle avait 3 ans. 3 ans et demi. Et en discutant, pendant ce coaching, je lui dis, elle me dit la chose suivante, elle me dit « Non, mais tu sais, Noémie, j'étais très aguicheuse. 3 ans et demi. Est-ce qu'un enfant de 3 ans et demi est aguicheur ?» Ouais. Tu vois, comme si, et elle a pris conscience grâce à ça, parce que quand elle m'a dit ça, moi j'ai voulu vraiment mettre en lumière ça et lui montrer l'énormité de ce qu'elle était en train de dire, ce qu'elle était en train de se représenter. Et donc, elle déchargeait son bourreau de sa responsabilité, elle reprenait la responsabilité du bourreau. Bah oui, c'est quand même, voilà. C'est sûr que c'est pas bien ce qu'il m'a fait, mais je suis un peu coupable. Mais non, on n'est jamais coupable de ce que fait un adulte. Quand bien même ça existerait quelque chose. L'adulte, lui, c'est à lui de mettre les limites. Et quand elle a pris conscience de ça, c'était un moment d'émotion assez incroyable parce qu'elle s'est effondrée d'abord. Alors, c'était pour mieux renaître après, mais ça lui a fait prendre conscience de la manière dont elle-même, la perception qu'elle avait d'elle-même et de la situation. Et alors, ça me fait rebondir ce que tu dis parce que c'est quelque chose de très important par rapport au passé. Alors déjà, j'invite les personnes qui sont présentes à nous écrire. Profitez, vous avez un onglet Converser. Vous pouvez nous poser vos questions ici. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à les poser, profitez-en. Vous voyez, Noémie, elle est passée par beaucoup de choses, elle a une expérience incroyable, elle a coaché énormément de personnes sur ces thématiques du passé, comment surmonter des blessures du passé. Donc, vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, c'est profiter de sa présence, de notre présence pour voilà, poser les questions peut-être que vous n'osez pas poser, pour nous dire ce genre de choses parce que c'est l'occasion pour vous d'avoir des réponses, peut-être des pistes en tout cas pour avancer. Alors Noémie, par rapport à tout ce que tu viens de dire, moi j'avoue que ça m'interpelle, cette idée de responsabilité. Parce que, comme je te l'expliquais, donc je m'intéresse à beaucoup d'approches, beaucoup de thématiques et la loi d'attraction est notamment une approche que tu connais très très bien, on pourrait dire une façon de voir les choses qui justement pense qu'on attire à soi, tu vois, ce qu'on a, qu'on crée nos pensées, que du coup on attire à soi ce qu'on pense et ce qu'on croit. Alors, ce qui voudrait dire que dans le cas présent, oui, j'ai juste attendez, parce qu'on entend un son. Alors, n'hésitez pas à désactiver vos micros. Voilà, les personnes qui sont présentes, comme ça, voilà, ça permet de ne pas interférer avec ce qu'on dit. Et donc, du coup, j'entends des petits bruits parasites. Attends. Yes, on va faire comme ça. Voilà, du coup, ça m'interpelle. J'aurais bien aimé avoir ton retour là-dessus parce que souvent, on peut considérer que ensuite, après coup, les personnes recherchent une part de responsabilité dans ce qui s'est passé. C'est ce que tu disais. La loi d'attraction va encore plus loin en considérant quelque part, c'est le fait d'avoir pensé avant qui a amené la réalité, qui a amené l'événement. Et du coup, toi, comment est-ce que tu abordes la loi d'attraction par rapport à ce que tu viens de nous dire? Alors, moi, d'ailleurs, la première clé de mon livre, c'est la responsabilité. C'est 100% responsable, 0% coupable. Donc, quand je dis qu'on n'est pas responsable, c'est quand on est un enfant, on n'est jamais responsable en fait.
On n'est jamais responsable de ce qui arrive à un enfant. Un enfant, ça n'a pas demandé à être battu, etc. Maintenant, après, si spirituellement tu veux une autre explication, je vais te dire que je pense que nous arrivons sur cette terre en ayant choisi le contexte le plus favorable à ce qu'on était venu vivre. Ça, c'est une autre chose. D'accord. Ce qui est d'ailleurs un petit peu l'approche de la loi d'attraction, parce que c'est vrai que la question se pose des enfants. On peut admettre qu'un adulte ait, entre guillemets, créé les conditions de son existence, etc. Pour un enfant, c'est vrai que ça nous paraît très, très difficile de se dire qu'un enfant, comme tu l'expliquais, une enfant de 3 ans ait pu être responsable de son viol. Alors, sauf avoir les choses avec peut-être une dimension autre, l'idée du karma, et voilà, donc être plus dans la spiritualité. Mais d'accord, donc toi, tu fais un petit peu cette… Voilà, moi je me dis, on a choisi sans doute, hein, le contexte. C'est ce que je crois moi, ça m'appartient. Voilà, moi ce que je vous dis, et c'est valable pour tout ce que je vais dire et tout ce que je dis toujours, c'est de ne pas croire à 100% ce que je raconte, c'est de vous faire votre propre opinion, mais d'essayer et d'ouvrir votre esprit, d'être toujours sceptique mais curieux, d'être sceptique mais aussi de se dire, moi j'ai toujours essayé les choses, sinon j'aurais pas réussi à évoluer et à changer. Quand ça me paraissait bizarre, étrange ou plein de choses, je me disais ok, mais j'observe et je vois comment ça fonctionne quand moi j'applique. Et c'est comme ça qu'on peut se faire une idée juste des choses. Donc pour ce qui est de la loi d'attraction, alors quand je dis qu'on est responsable, pour moi on est responsable à 100% de ce qui nous arrive et de la façon dont on le vit. Alors, je m'explique. Si demain, quelqu'un nous trahit, on n'est pas responsable de la trahison. L'autre, on n'est pas responsable de ce que fait l'autre. Si quelqu'un m'insulte, je ne suis pas responsable de recevoir l'insulte. En revanche, je suis responsable de ce que je fais avec ce qu'il m'arrive. Ça, c'est la première chose. Donc, je peux décider que mon passé, ça m'a détruit et que donc, c'est fini, je vais jamais m'en sortir, mais qui décide ça? Mon mari est parti pour une plus jeune et je peux décider que c'est fini, j'arriverai plus jamais à refaire ma vie, puis je suis trop vieille, et puis j'ai 3 enfants, et puis, mais qui décide ça? Qui raconte cette histoire? Est-ce que c'est vrai à 100%? Est-ce que je suis prêt à mettre ma main au feu que c'est comme ça que ça va se passer? Ben non, personne ne peut être sûr à 100% de ce qui va se passer. En revanche, voilà, je suis responsable de ce que je fais avec ce qui m'arrive. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi de commencer à faire un pas de côté et à se dire, mais qu'est-ce qui fait que j'attire ça? Pourquoi ça m'arrive à moi? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans mon comportement, dans mon fonctionnement, dans mes croyances qui fait que j'attire comme un aimant des personnes, des situations, des événements? Et c'est comme ça qu'on voit ces choses qui se répètent. Et évidemment, personne ne veut attirer des choses difficiles dans sa vie. Tout le monde voudrait avoir une vie joyeuse, pleine, abondante, etc. Et moi, pendant des années, j'attirais des partenaires qui s'engageaient pas, par exemple. Voilà, qui s'engageaient pas et puis qui me faisaient de la peine parce que soit ils me trompaient, soit voilà, ils voulaient pas s'engager. Je sentais qu'ils mettaient de la distance. J'avais pas les marques d'attention que j'attendais, au contraire. Et je me disais, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis maudite, c'est pas possible. Je suis plutôt quelqu'un de bien, je suis gentille, moi je ferais jamais ça, comment ça se fait, etc. Et en fait, j'ai compris, on a tous des blessures, on est tous porteurs de blessures et de blessures émotionnelles profondes. Ces blessures, elles se sont créées dans l'enfance, au contact d'un geste, d'un événement. Alors encore une fois, c'est pas forcément la réalité de ce qui se passe, mais c'est la perception de l'enfant à ce moment-là. Un exemple, papa et maman divorcent quand j'ai 3 ans, mon père s'en va vivre loin et je le vis comme un abandon. Et mon papa, il n'a pas cherché à m'abandonner, par exemple. Ou alors, on a un parent qui travaille beaucoup, qui est très peu présent, qui est très, très peu impliqué, et on se sent, on trouve que c'est injuste parce qu'on a des amis qui, eux, ont des parents qui sautent sur le canapé avec eux, qui font des trucs, et nous, on n'a pas ça, et on trouve ça injuste, et hop, une blessure d'injustice. Donc, c'est pas forcément des choses très graves, mais quand en plus elles sont graves, quand c'est des viols, des humiliations,
des propos blessants, des jugements de valeur, du chantage, des menaces, des intrusions, quand on a des parents trop autoritaires aussi. Voilà, tout ça, ça va créer des blessures. Et donc, ces blessures émotionnelles, comme on ne les a pas réglées dans l'enfance, ce qui est parfois normal, hein, par exemple, quand on a eu une enfance très traumatisante comme la mienne, on va mettre en place des garde-fous qui vont nous empêcher qui vont nous aider à survivre, en fait, à surmonter la douleur de ces blessures. Et donc, elles sont très utiles quand on est enfant, mais quand on devient grand, elles n'ont plus leur raison d'être, mais nous continuons. Puisqu'on ne vient pas regarder, hein, on fait tout ça. Quand on a, ça va parler ça, quand on est triste par exemple, on veut ne plus être triste tout de suite. On se dit, ah non mais non, faut être fort, allez, change-toi les idées, sois positif. C'est pour ça que la pensée positive, faut faire attention. Sois positif, allez, tu as tout pour être heureuse, arrête, tu vas quand même pas pleurer parce que, je sais pas, tu as pris 3 kilos, ou parce que ta sœur veut plus te parler. Ou, voilà, on se fait ça. Quand on est en colère, on veut que ça s'arrête. Quand on a une angoisse, on veut la faire taire, la peur. On ne veut pas aller vivre nos émotions. Alors, oui, donc tu veux dire qu'on choisit des schémas un peu de satisfaction à court terme. C'est ça? Ouais. Pour toi, tout ce qui est un peu pensée positive, ce serait un petit peu dans ces rustines, entre guillemets, à court terme. Tu ne vois pas comme quelque chose qui peut… Voilà. Être positif, ça n'empêche pas de vivre ses émotions. Quand bien même elles ne sont pas positives, justement. Moi, j'aime pas ce mot positif pour les émotions. J'appelle plutôt des émotions agréables et désagréables. Voilà. Quand on vit ces émotions-là, on a tendance, mais c'est remettre un couvercle sur le passé, en fait. Parce que les émotions sont toujours quand elles sont récurrentes, hein, ce sont des réminiscences de notre passé. Et en fait, elles sont porteuses d'un message. Elles viennent dire, oh, viens regarder, il y a quelque chose à voir, il y a quelque chose à vivre. Il faut me libérer. En fait, l'émotion, elle est comme quelqu'un, tu sais, qui sait que tu es dans ta maison. Il sait que tu es là, Mylène, et toi, tu veux pas lui ouvrir. Donc, il va tambouriner à la porte, et puis tu veux pas, donc il va venir à la fenêtre, toi, tu vas fermer les rideaux, donc il va essayer de rentrer par la porte de l'autre côté, puis à la fin, sous la porte, enfin bref. L'émotion, elle ne va pas partir en fait. Elle va chercher à s'exprimer. Et quand on leur met un couvercle aux émotions, ce qu'il y a, c'est qu'après, elles jaillissent, mais d'un coup, tu vois. Quand tu vas être en colère, tu vas t'en prendre à quelqu'un jusqu'à ce que tu vides tout le trop-plein de colère que tu auras accumulé. La tristesse, quand tu auras trop accumulé de tristesse, tu peux faire un burn-out ou une dépression. Et les peurs, elles peuvent se transformer en angoisse. Et surtout, nos émotions vont attirer comme un aimant ceux qui vibrent avec cette émotion. Si on a une émotion, par exemple, avec une blessure d'abandon, on va attirer des partenaires qui vont être justement distants, ne pas s'engager ou alors pas démonstratifs. On aura envie qu'ils nous disent, qu'ils nous aiment, on va les trouver froids. Si on a une blessure de trahison, on va attirer des événements qui vont nous faire nous sentir trahis. Si on a une blessure d'injustice, on va attirer des événements où on va se dire « mais c'est injuste, pourquoi je vis ça ?» etc. Ou alors, d'ailleurs, un autre type de réaction qu'on peut observer, c'est de finalement faire la même chose soi-même. Alors, on fait toujours, en fait. En fait, c'est un espèce de triangle. Voilà. C'est Cartman, celui-ci, mais c'est le triangle des émotions. C'est-à-dire que je me fais vivre de l'injustice, moi, je ne le vois pas. Alors, comment je suis injuste avec moi-même? Souvent, on me dit, mais comment je peux m'abandonner moi-même? Comment je suis injuste avec moi? On est injuste avec soi-même quand, par exemple, on ne se valorise jamais, quand on exige de soi trop. Voilà, tu vois, etc. Donc, on va être injuste avec nous. Les autres vont se montrer injustes avec nous. Et nous allons nous montrer injustes avec les autres. Mais ça, on ne va pas le voir non plus, hein. Sur soi-même, c'est plus facile encore que de le voir quand on le fait vivre aux autres, parce que comme ça ne s'exprime pas de la même manière, on ne voit pas le lien qu'il y a. Et donc c'est un espèce de cercle où on crée tout un tas de situations en fait qui viennent confirmer un peu cette blessure de départ ou qui viennent lui donner de l'importance finalement. Confirmer, c'est le mot en fait. C'est comme si ça nous donnait raison que oui, la vie c'est injuste. Oui, pas ce matin. Alors il y a Espérance qui écrit quelque chose.
qui est vrai. Elle nous dit les émotions étouffées, non exprimées s'expriment parfois au bout du compte par ce qu'on appelle la psychosomatisation. Donc, c'est ce que tu disais. On passe sous la porte, on passe par la fenêtre, on passe par la cheminée, on passe par les canalisations. Enfin, en fait, elles essaient de s'exprimer d'une infinité de façons. Et comme le corps et l'esprit se lient, hein, tu l'expliquais toi-même dans le déclic que tu as eu à tes 18-19 ans, eh bien, effectivement, ça se traduit souvent par des mots du corps également. Ah ben, les maladies, ce ne sont que des mal à dire avec des mots qui vont se traduire en mots MAUX. Mm-hmm. Voilà, évidemment, ça peut être ça aussi la manière dont. De l'intérêt d'aller vraiment nettoyer le passé. Et pour nettoyer le passé, Mylène, il n'est pas nécessaire d'avoir des cet après-midi, oui. Ah, alors attendez, il y a un micro qui doit être activé. Les filles qui êtes là, voilà, n'hésitez pas à désactiver votre micro. Hop, attendez, je vais le faire. Voilà. Et donc, pour justement creuser un petit peu, voilà, j'ai désactivé les micros, hein, les filles, c'est simplement pour pour ne pas interférer avec Noémie quand elle s'exprime. Du coup, Noémie, donc première étape pour toi, donc ce travail sur le passé, comment est-ce qu'on commence? C'est-à-dire déjà prendre conscience, comment ça fonctionne? Parce qu'on parle beaucoup du présent, on parle beaucoup d'aller de l'avant. Oui, moi je travaille au présent passé, hein, parce que le passé, ça n'est qu'un souvenir. Ce qu'il y a, c'est qu'on le trimballe et on ne sait pas qu'on le trimballe. On l'a dans le dos, voilà, il est là, on le trimballe dans sa vie au présent. Et les émotions, elles sont au présent, hein, se vivent ici et maintenant. Et c'est à partir des émotions du présent qu'on va travailler pour plusieurs raisons. C'est que, on n'a parfois pas de souvenir mnésique de sa blessure. Et elle intervient avant l'âge de 3 ans, on s'en rappelle pas. Parfois, c'est même in utero, donc ça peut remonter très loin. Donc, il n'est pas nécessaire d'avoir des souvenirs. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, parce que si on ne se souvient pas, on pourrait se dire je ne peux pas être soigné. Donc, il n'y a pas ça. Donc, les étapes, c'est il faut prendre conscience. Ça, c'est sûr, on ne peut pas changer ce qu'on ne voit pas. Donc, si je ne sais pas que j'ai une blessure, je ne vais pas la changer. Et si, en plus, la seconde étape, c'est de prendre la responsabilité de ce que je vis. Hein, prendre conscience, déjà, c'est extrêmement difficile. C'est facile dans le sens où on voit bien qu'il y a des choses qui nous pourrissent la vie. Donc, il faut se mettre à l'écoute de ses émotions et prendre un petit peu de recul, en fait. Alors, pour moi, la prise de conscience, elle est un peu plus simple que ça. C'est juste se dire, OK, ça fait, je sais pas, ça fait plusieurs fois que j'attire telle situation. Ça fait plusieurs fois que je me sens mal dans tel truc, ou que j'aimerais avoir telle chose et j'y arrive pas, ou que je me retrouve dans ces situations-là qui sont inconfortables, ou qu'avec mon partenaire, ça se passe toujours de la même manière. Bref, je vis quelque chose qui me fait souffrir. Donc, c'est ça, prendre conscience, c'est déjà d'être conscient que cette chose qui nous fait souffrir ne vient pas de l'extérieur. Parce que tant qu'on se dit, c'est pour ça qu'elle va avec la prise de responsabilité. Parce que souvent, au début, quand ces choses nous arrivent, c'est la faute de l'autre. Et donc ça, c'est la deuxième étape, effectivement. Voilà. C'est important pour réagir, parce que quand on reste convaincu que c'est la faute de l'autre, eh bien, on n'a pas de piste, en fait, pour agir. Ou alors pas les bonnes pistes. Exactement. Et la faute de l'autre, ça peut être quelqu'un, c'est la faute de mon mari, ça peut être le gouvernement, ça peut être Dieu qui m'en veut. La vie, c'est très mal fait, c'est la vie qui m'en veut, elle est contre moi, c'est mon karma, je suis maudite. Voilà, donc l'autre, c'est tout ce qui est extérieur à moi. Et c'est toutes les phrases qui commencent par si. Si mon partenaire était plus sympa, je serais moins angoissée. Si le gouvernement ferait mieux son travail, j'aurais plus d'argent. Si. Et donc, quand on fait ça, en fait, on ne vient pas chercher en nous. On cherche à l'extérieur, et à l'extérieur, on trouvera toujours que des boucs émissaires, mais pas la raison réelle de notre mal-être. On peut pas se guérir comme ça, c'est pas possible. Donc, réaliser que j'ai une part de responsabilité, on va dire que c'est le deuxième temps. Voilà. Troisième temps. Avec les nuances dont on a parlé. Oui. Responsabilité pour ce qui est des enfants. Donc là, on peut dire qu'on a plus une responsabilité pour, voir la situation autrement, ou en tout cas décider de ce qu'on fait de cette situation, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on est responsable de ce qui s'est passé. Voilà, pour nuancer quand même, pour pas créer de la culpabilité, comme tu l'évoquais tout à l'heure. Donc voilà, cette nuance sur le terme responsabilité. C'est ça. Je ne suis pas responsable de ce qui m'est arrivé, mais je suis responsable de ce que je fais avec ce que j'ai vécu. Absolument.
Et donc, je connais moi des tas de gens, et vous êtes peut-être là à m'écouter, qui vont se dire, oui, mais moi, si mon père m'avait pas violée, j'aurais pu construire une relation d'amour basée sur tout ça, et j'ai pas pu parce que ça m'a complètement détruite. Voilà, il y a plein de si. Et en fait, c'est faux parce que, et je peux vous le dire en connaissance de cause, moi, c'est quelque chose que je croyais aussi, parce que ça nous aide à nous. Alors, ça va pas être sympa, mais moi, je suis pas complaisante. Je suis bienveillante, comme dit toujours, mais je suis pas complaisante. En fait, quand on se raconte ça, on se raconte une histoire triste à laquelle on se raccroche et qui nous justifie, qui cherche à justifier tout ce qu'on n'arrive pas à réaliser dans notre vie. Mhm. Si on construit mal un couple et qu'on n'y arrive pas, au lieu de se dire bah, c'est moi, je me comporte peut-être pas très bien ou je fais pas ce qu'il faut, on se dit bah oui, mais moi avec les mauvais modèles que mes parents m'ont donnés, comment tu veux que j'arrive à faire un couple? C'est normal que ça soit conflictuel, c'est le modèle que j'ai eu. Ah bon? On peut pas changer le modèle? Et qui a dit ça? C'est pas gravé dans le marbre. On peut tous changer, mais quand on fait pas ça, c'est qu'on a décidé de rester nous-mêmes bloqués avec ce souvenir. Mhm. On reste bloqué dans cette histoire et on continue à tourner en boucle. Et le couteau, désormais, il est dans notre main et on le tourne dans notre propre plaie. Mhm. Et à partir du moment où c'est vrai que c'est pas facile, je voudrais pas avoir l'air de dire que c'est simple de faire ça. Bien sûr, ça va vous demander du courage, parce qu'il faut du courage. C'est plus facile de se complaire dans le malheur, en fait. Mhm. Et c'est plus difficile d'essayer de changer. Parce qu'on sort d'une zone de confort. Et même quand celle-ci, elle nous paraît très inconfortable, continuer à vivre dans la maltraitance, je pense à des femmes qui sont battues, par exemple, ou humiliées par leur partenaire. Hein, il n'y a pas besoin de ramasser des baffes pour vivre des humiliations. Ça peut être des mots, des réflexions, etc. Et qui continuent à rester. Mais qui décide ça? C'est pas parce que vos parents, ils étaient comme ça avec vous, vous n'avez pas eu de chance dans votre vie, ou je ne sais pas. C'est juste parce que vous avez décidé de rester. Mhm. Et après, l'autre chose aussi, où je voudrais bien insister sur la responsabilité, c'est que souvent, on croit qu'on n'a pas le choix, Mylène. Mhm. Mais on fait encore une distorsion intellectuelle avec son cerveau. On se dit, non mais moi j'ai pas le choix, Noémie. Comment tu veux que je fasse? Oui, il m'humilie, il est pas sympa avec moi, mais si je m'en vais, j'ai plus d'argent. Oui, mais est-ce que tu peux partir? Oui, c'est possible, c'est quelque chose qui est possible. Est-ce qu'il y a des gens qui ont quitté des hommes qui les maltraitaient et qui s'en sont sortis? Oui. Donc en fait, on choisit toujours ce qui est plus confortable pour nous. C'est dur de le reconnaître. Je suis plus confortable, je préfère les coups à la sécurité. Ma sécurité est plus importante que de prendre des coups, que le respect que j'ai de moi-même. Et c'est pour ça que je reste. Donc, c'est important d'être clair avec soi-même. C'est pas grave hein, que vous restiez avec un partenaire maltraitant, c'est votre choix. Mais il faut bien comprendre que c'est un choix et que vous ne subissez pas en fait. Vous n'êtes pas une victime. Parce que prendre la responsabilité, c'est également sortir du rôle de la victime. C'est quelque chose, moi, que je dis souvent aux personnes avec qui je travaille, c'est déjà cette idée du langage, par exemple. Tu vois, faire attention. Tu parlais tout à l'heure des phrases qui commencent par si. C'est aussi toutes ces phrases je dois, tu vois. Oui, il faut. Si seulement, il faut que, je dois, et les remplacer par je choisis de. Et c'est vrai que quand on fait ça, on se rend compte qu'on a une certaine marge de liberté, finalement, dans tout ce qui se passe. Et que ce qu'on fait, ce sont des choix. Alors effectivement, des fois des choix qui paraissent évidents. Par exemple, quelqu'un me disait il y a quelques jours en webinaire, oui, mais je suis obligée de payer mes impôts. Je lui dis, non, c'est juste que tu préfères payer tes impôts que voir tes biens saisis par un huissier ou aller en prison. Donc, le choix parfois peut paraître évident, parfois il est un peu plus subtil, mais en tout cas, je trouve que garder en tête cette idée que tout ce qu'on fait est le fruit de notre choix, de notre décision, eh bien, c'est intéressant parce qu'en même temps, parfois les gens disent oui, mais c'est pas tout à fait vrai. Et, je trouve que c'est quand même bien de se rendre compte que c'est très angoissant en fait de laisser toute la conduite de sa vie entre les mains des autres. Et je trouve que quelque part se dire j'ai envie de croire aussi que j'ai le choix. Je trouve que c'est retrouver un petit peu eh bien sa part de liberté, son contrôle quelque part. Et finalement, c'est beaucoup moins angoissant comme situation que de se dire qu'on a le choix et qu'on peut faire quelque chose de différent.
Tu vois, et puis, tout de suite, ça redonne du pouvoir, en fait. Tu vois, tu as le choix, en fait. C'est juste que tu as fait ce choix-là, mais tu as le choix. Donc, tout à coup, ça te sort du schéma de la victime. Et si tu n'es plus une victime, alors tu peux agir parce que la victime, elle ne peut que subir. Donc, tant que tu te penses victime, bah, tu es là, tu es passif. Spectateur de ta vie, bah, j'ai pas le choix. Hein. Donc, bah, je fais rien. Puisque j'ai pas le choix, je ne fais rien. Puisque je ne fais rien, il ne se passe rien. Et donc, je tourne en boucle avec ma propre frustration. Et là où c'est intéressant aussi, je pense, d'insister, vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions un petit peu sur, en gros, et comment je fais ensuite. Déjà, de bien comprendre que souvent, nos blocages sont dans ces étapes-là. Oui. Moi, je sais que souvent, en webinaire, je parle beaucoup de ces croyances. Et souvent, on me dit, oui, mais comment je fais ensuite? C'est vraiment important de comprendre qu'en réalité, peut-être 90% de nos soucis, de nos blocages viennent déjà de ces points-là. Réaliser que quelque chose est là me fait souffrir, comprendre que je peux le changer et croire profondément que j'ai le choix. Tu vois, que j'ai ma responsabilité, que je peux reprendre le pouvoir. En fait, c'est vraiment pour moi une base qui est fondamentale pour le changement, quel que soit le changement, que ce soit guérir des blessures du passé, tu vois, ou atteindre des objectifs ou aller de l'avant. Donc, en admettant que ces deux étapes-là soient bien acquises, donc comment est-ce qu'on peut faire ensuite? Alors ensuite, en fait, je vais te donner les 4 clés de mon livre. Hein. Donc la première clé, c'est prendre sa vie en main. Donc c'est la responsabilité vue sous plusieurs axes. On en a vu 2 là, mais il y en a plein d'autres. Hein. Il y a voilà, avoir le choix, ce qu'on fait de ce qu'on a. Je vais pas tout détailler. Ensuite, la deuxième clé pour moi, c'est oser le bonheur. Je l'ai appelée comme ça, cette clé. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on s'est habitué. On est dans une zone cette fameuse zone de confort. On a tout un tas de schémas de croyances. On s'est forgé sur des injonctions, des croyances, des idées reçues, etc. On a accumulé au cours de sa vie plein de choses qui font qu'on a une vision erronée du bonheur et de ce qu'il est et de ce qu'il n'est pas aussi et de comment on peut le cultiver. Et donc ça, c'est très important parce que souvent, on cherche bonheur. Là encore, une fois, hein, on revient à la même chose, on va le chercher à l'extérieur. On va croire que tout ça est en dehors de nous, que tout ça est extérieur et on ne peut pas cultiver le bonheur en soi, profiter des moments qui nous sont donnés, prendre conscience du pouvoir qu'on a de faire la pluie et le beau temps à l'intérieur de soi et que c'est nous, en fait, là encore, qui avons comme un curseur à l'intérieur de nous qui pourrait se mettre sur la pluie, la tempête, etc. ou sur le plein soleil. Et qu'en fait, c'est nous qui faisons ça et que les circonstances extérieures n'ont aucune incidence là-dessus, en fait. Bien sûr, on peut avoir des émotions, on peut être triste, mais ça n'empêchera pas d'être heureux si on a appris d'abord à se connaître, parce que ça passe par là, à mieux se connaître, parce qu'on croit qu'on se connaît, on ne se connaît pas du tout, ou très mal. Ça passe par mieux se connaître, par cultiver le moment présent, la gratitude, voilà, tu vois, tous ces principes que les vieux sages nous rabâchent depuis des millénaires et qu'on a l'air de découvrir aujourd'hui. Ouais. Donc le présent, en fait, l'aptitude à cultiver le bonheur au présent aussi. Une fois qu'on a compris que notre passé nous posait des problèmes dans notre présent, après, c'est vraiment vivre pleinement ce présent, parce qu'encore une fois, le passé, ce n'est qu'un souvenir. Par rapport à ça, simplement, parce que j'ai eu beaucoup de questions dans ce sens-là, pardonner, quelle est la place du pardon? Alors, tu anticipes, c'est la 3e clé de mon livre. Pardonner, c'est marrant, hein, on est ouais, super. C'est pardonner pour se libérer. Alors pour moi, c'est très important. Alors je sais qu'il y en a là qui vont dire mais le pardon. Oui. En fait, on en a une vision qui est très erronée. Et moi-même, je voulais pas en entendre parler. Je disais mais pardonner, non mais ça va pas bien. C'est moi l'enfant battu. C'est moi la victime innocente. Là, je peux faire encore 100 ans de développement personnel. Un enfant n'est jamais responsable de ce que les adultes font. Mais même un adulte n'est pas responsable s'il est violé, hein, de l'autre, de ce que fait l'autre. On n'est jamais responsable de ce que fait l'autre. Donc, je me disais, mais non, mais c'est à eux de me demander pardon, enfin. C'est le monde à l'envers.
C'est quoi cette histoire de pardon, pardonner? J'attends qu'on me demande pardon, oui, j'ai attendu longtemps. Et puis, non seulement j'ai attendu longtemps, mais je me suis rendu compte un jour que dans pardon, il y a don. Et souvent, on croit que ce cadeau, on va le faire à l'autre, parce qu'on lui pardonne, alors on va lui faire un cadeau, mais en réalité, c'est bien un cadeau, hein, c'est pas trompé, c'est un cadeau, mais c'est un cadeau qu'on se fait à soi. Pourquoi? Parce que tant qu'on pardonne pas, c'est comme si on gardait un lien invisible, certes, mais on garde un lien avec notre passé. Je me suis fait violer, ah ben comme je t'oublie pas et que je te garde, tu continues à maltraiter aujourd'hui. J'ai du ressentiment, et le ressentiment, il est où? Il est dans mon cœur à moi. Ce ressentiment, il empêche qui d'évoluer? L'autre, qui ne sait même pas que j'ai du ressentiment, de la colère et que je lui en veux à mort? Ou il est chez moi? Et qu'est-ce que ça vient m'empêcher de faire? Dans mon livre, je dis la vie est composée de 3 cycles. La naissance, la croissance et la mort. C'est vrai pour tout ce qui est vivant, une fleur, un fruit, des êtres humains, des animaux. La naissance, la croissance et la mort. Mais ça, on peut le transposer aussi à plein d'autres choses. Et en fait, la mort d'une histoire, c'est la naissance d'une nouvelle histoire. Mais pour qu'il y ait naissance, il faut qu'il y ait deuil. Il faut qu'on ait tourné la page, sinon on ne repart pas. Et combien de fois je vois des femmes qui ont été abandonnées, trahies ou humiliées par leurs partenaires qui les ont quittées pour une plus jeune ou pour une autre ou pour n'importe quelle autre raison, et elles restent bloquées dans leur colère, alors le ressentiment qui dure, ça s'appelle de la rancune, elles restent bloquées dans cette histoire. Et en fait, elle ne ferme pas cette porte, et donc la porte de la naissance d'une autre histoire ne s'ouvrira jamais. Mais qui se fait du mal? Donc le pardon, ce n'est pas cautionner, ce n'est pas justifier le comportement de l'autre, ce n'est pas se réconcilier, ce n'est pas faire un cadeau à l'autre, ce n'est pas se nier soi-même dans sa souffrance. C'est simplement dissocier le geste de la personne. Et ça, c'est dur. Un jour, moi, je me suis dit, finalement, ma mère, et j'ai beaucoup de compassion pour elle, malgré tout ce que j'ai vécu, ou grâce à tout ce que j'ai vécu, parce que qui mieux que moi, qui ait vécu ce qu'elle a vécu, peut comprendre les douleurs de la petite fille. Alors, bien sûr, moi, je n'ai pas reproduit ce schéma avec mes enfants. Pourquoi ? Parce que de toute petite, je l'ai remis en cause. Tous ceux qui reproduisent les schémas du passé sont des gens qui n'ont pas remis en question leurs blessures d'enfant, qui ont trouvé des excuses aux parents, des justifications, qui ont trouvé, j'en ai beaucoup qui me disent « Non mais c'était dur pour mes parents, ils n'avaient pas d'argent » ou alors « J'étais un enfant mais épouvantable » ou « Ils ont eu 10 enfants, c'était tellement difficile pour eux ». Mais non, il faut à un moment se mettre en colère et rejeter ce modèle. On n'est pas obligé d'aller leur le dire en face à face. Mais il faut le faire à l'intérieur de soi, c'est important. Et moi, je ne vois, alors ça, j'en vois plein. Là, on arrive près des fêtes de Noël, par exemple. Il y a des tas de familles qui vont aller dans leur famille ou leur belle famille, et pour qui c'est une angoisse, et continuent à se faire vivre ça. Pourquoi ? Parce qu'elles ont encore de la rancune et de la colère et qu'elles sont dans des attentes vis-à-vis de l'autre. Mais tant qu'on est dans l'attente de ce que l'autre ne nous donnera pas, on sera malheureux. Alors que quand on lui pardonne, on l'accepte tel qu'il est en fait. Et quand on pardonne aux autres, on se pardonne à soi. Parce que le pardon le plus dur, c'est pas celui qu'on va faire aux autres, c'est celui qu'on va s'accorder à soi. Parce que quand on n'arrive pas à pardonner aux autres, c'est qu'on est très dur avec soi-même. Donc, en guérissant à l'extérieur, on se guérit soi-même. Donc, pardonner, c'est simplement reconnaître que l'autre a eu un comportement qui était certes douloureux, que ce n'était pas contre nous, parce que s'il y avait eu quelqu'un d'autre, ça serait l'autre. Voilà, si moi, Noémie, j'étais pas née dans cette famille, si c'était l'enfant d'après, l'enfant d'après aurait trinqué comme moi. C'était pas moi personnellement. C'est simplement, les personnes ont besoin d'assouvir certaines choses, leur colère, leur frustration, peu importe, et ça tombe sur nous. Mais c'est pas contre nous. Ça, c'est déjà important de le comprendre. Et la seconde chose, c'est de se dire, ok,
cette personne-là, si j'avais eu la même vie qu'elle, est-ce que moi j'aurais fait mieux? Et moi, je pense que personne ne peut dire si, moi c'est sûr, je ne ferai jamais ça. Oui, avec l'histoire qui est la nôtre. Avec notre vécu, avec nos croyances, avec bien sûr. C'est pas du coup, on se met pas vraiment dans la place. Non, c'est la chanson De Jean-Jacques Goldman. de Jean-Jacques Goldman. Ouais, qui m'est venue en tête. Voilà, oui, je la cite dans mon livre. Ouais. C'est vraiment, moi, c'est ça qui m'a fait basculer. Un jour, je me suis dit, mais oui, Noémie, effectivement, parce que moi, je disais ça à ma mère quand elle se justifiait. Je disais, oui, mais moi, j'ai pas reproduit. Donc, elle pouvait le faire. J'étais convaincue qu'elle aussi, elle avait fait un choix, en fait. Mais non, en fait, j'ai compris qu'elle avait fait zéro choix. C'était des pulsions et pendant qu'elle me frappait, elle n'était pas consciente. Elle était, envahie par sa colère et donc, elle n'avait pas trouvé d'autres moyens et elle n'avait pas, à ce moment-là, elle faisait comme elle pouvait avec ce qu'elle possédait. Alors, je ne dis pas que c'est bien, mais voilà, ça ne fait pas d'elle quelqu'un qui est l'impardonnable. Pour moi, ça n'existe pas. C'est juste, moi, je veux me libérer de toi, de ton emprise. Je veux me libérer de ce passé. Je coupe ce lien. Et moi, quand j'ai pardonné, je peux te dire, Mylène, que j'ai eu l'impression, et tous ceux qui ont pardonné que j'ai rencontrés me disent la même chose, j'ai eu l'impression que j'avais porté, je ne sais pas combien de kilos sur mes épaules. Je me suis sentie mais tellement mieux et tellement plus légère. Et ça a changé beaucoup de choses dans ma vie personnelle. Énormément. J'ai enfin pu construire une relation de couple grâce à ce pardon. Donc ça, c'est une question qui est beaucoup revenue, moi, parmi les personnes qui me suivent, effectivement, cette importance de pardonner et des actes très difficiles. Hein. Toi, tu n'as pas fait de distinction, hein, tu as tout englobé. Tu es donc bien, restée cohérente sur tous les types de choses difficiles qu'on a pu vivre. Moi, j'avais eu donc ce genre de questions, pardonner à quelqu'un qui est décédé, pardonner une agression, pardonner un viol, pardonner aux personnes même qui tuent. Oui. Voilà. Donc là, l'idée, de toute façon, c'est bien de se dire on ne cautionne pas. C'est pour ça que c'est pas vraiment lié finalement à la gravité même. Parce que l'idée vraiment de se dire, ça ne veut pas dire que je cautionne ce qui a été fait. On reconnaît que c'est un comportement douloureux et qui n'était peut-être pas approprié, mais en tout cas qui est celui que la personne a eu à ce moment-là avec son histoire et simplement accepter de se libérer de ça et de se faire ce cadeau. Ce qui n'empêche pas, par exemple, s'il y a une action en justice qui doit être faite, de la faire. Ça n'est pas incompatible. Dans mon livre, je donne tous les exemples que tu as cités. Voilà, pardonner l'impardonnable, pardonner à quelqu'un qui est décédé. En fait, c'est quelque chose qui se fait dans notre cœur. On n'a même pas besoin de le dire. Et tant mieux, parce que comme tu le disais, si quelqu'un est mort, donc on ne sait même plus où est la personne. On ne la connaît pas parfois. Il y a des gens qui se sont fait violer par des inconnus. Donc, on ne peut pas aller les voir pour leur dire, mais c'est quelque chose qui se fait en nous, en fait. On n'a pas besoin de l'exprimer. Si on veut le faire, on peut, mais il n'y a pas besoin de l'exprimer à la personne, c'est en nous. Mais tout ça, c'est vraiment de faire cette distinction. Et on peut aller en justice, mais en justice, on n'y va plus de la même manière. On n'y va pas pour se venger, pour faire payer l'autre, pour qu'il ressente ce que nous... Parce qu'il y a ça aussi, c'est ce que je dis dans mon livre. Ça fait naître un désir de vengeance, en fait. C'est horrible de porter de la vengeance en soi. Même si elle est infime, on n'irait pas prendre un couteau pour tuer, mais ça peut devenir ça. Il y a des gens qui font ça. Et en réalité, on se rend compte que ces gens-là qui font leur justice eux-mêmes, il y a des tas de témoignages, hein, ils sont pas libérés. Hein. La seule chose qui nous libère, c'est de pardonner. Là, oui, on est vraiment en paix, en fait, avec cette histoire. Après, c'est OK. Ouais. Et du coup... comment est-ce qu'on peut pardonner quand c'est très difficile pour soi? Donc, tu t'es répété des choses, tu as fait un travail seul, tu as été accompagnée, tu as lu. Non, encore une fois, je te dis, moi, j'ai toute la méthode que j'ai créée, je l'ai créée toute seule pour moi. Et un jour, j'ai décidé de la mettre au service des autres. Moi, j'étais directeur des ressources humaines avant de faire ce métier. Et en fait, un jour, je me suis sentie appelée dans cette voie. Tu sais, la vie, elle te remet sur tes rails. Quand tu n'es pas sur les rails, tu vois. Bon, c'était bien pour mon ego, j'étais bien contente, sans aucun diplôme, j'étais arrivée à être directeur des ressources humaines. Ma vie personnelle était formidable, mon mari, mes 3 enfants, enfin voilà, j'avais déménagé dans la maison de mes rêves à la campagne, tout était parfait. Et en fait, j'étais pas heureuse.
J'étais pas heureuse, si, j'étais heureuse dans ma vie, mais il y avait une espèce de grand vide à l'intérieur de moi. Mhm. Il manquait du sens. Mais pourquoi t'es DRH? Puis en plus, ça a commencé à changer dans l'entreprise, donc on commençait à me faire sentir qu'il fallait que la politique allait changer, ce qui correspondait plus du tout aux raisons pour lesquelles j'avais voulu ce poste-là. Et donc, du coup, j'ai donné ma démission, me suis interrogée, j'ai pris soin de moi pendant un an et demi, à chercher ce que j'allais faire de ma vie. Et en fait, voilà, ça m'est apparu comme évident à un moment de me dire, Noémie, il faut que tu racontes ton histoire. Mhm. Il faut que tu mettes ces outils que tu as créés pour toi au service des autres, parce qu'il y a plein de gens qui souffrent. Il y a plein de gens qui sont des Noémies il y a quelques années, qui manquent de confiance en eux, qui ont du mal à construire un couple, qui ont du mal avec l'argent, enfin voilà, qui ont des blocages, tous les blocages que moi j'ai connus, tous les leviers qu'il a fallu que j'actionne pour avoir enfin la vie qui est la mienne aujourd'hui et dans laquelle je suis complètement épanouie et heureuse. Et pour tout ça, voilà, tout ça, il y a des clés, il y a des moyens d'y accéder, c'est accessible à tout le monde parce que quand même, hein, tu es d'accord Mylène, que si moi j'y suis arrivée, c'est que n'importe qui d'autre peut le faire. Parce que franchement, je Oui, partais tu as eu pas. un parcours Ah non, mais là, puis très j'ai lourd. là, voilà, j'ai fait un raccourci. Hein, après, ceux qui veulent en savoir plus liront mon livre. Mais ma Mhm. vie a été très très dure. Je me suis retrouvée 3 fois toute seule à la rue. Une fois avec ma fille qui avait 18 mois, une autre fois elle avait 9 ans. Enfin, ça a été épouvantable. J'ai Mhm. cumulé les échecs. Enfin, la spécialiste incontestée de l'échec, elle est là devant vous, c'est moi. Mhm. Et aujourd'hui, je suis aussi peut-être, voilà, et j'ai vu en fait ma vie basculer vraiment de manière significative et incroyable. Même encore aujourd'hui, je suis émue là. Je ne sais pas si ça se voit, mais je suis très émue d'en parler parce que je ne serais jamais imaginé à quel point il suffisait de pas grand-chose pour que ça change. Alors attention, ça se fait pas en claquant des doigts. Moi, je vends pas le bonheur en 10 leçons. Hein. Mhm. Et ce qui est difficile, c'est de se reprogrammer à fonctionner autrement. Et ça, c'est dur. C'est dur parce qu'on est habitué. Si demain matin, je te dis, Mylène, si toi tu me dis, bon, moi, mon rituel le matin, je saute du lit, je vais me brosser les dents et après je prends ma douche, et que je te dis, bah non, à partir de demain, tu sautes du lit et tu vas prendre ton petit déjeuner, bah tu vas pas y penser. Et il va te falloir un certain temps, tu peux mettre des post-it partout, etc., pour changer la façon dont ton Mhm. habitude. Et ça encore, c'est assez simple. Il suffit que tu te mettes un post-it au Ouais. plafond ou je sais pas. Ça, c'est un exemple facile de Ça prend changement d'habitude concrète, quoi. Mais c'est vrai que je crois que c'est Einstein qui disait hein, que pour résoudre un problème que notre esprit a créé, il faudrait un autre esprit en réalité. Tu vois, il est très difficile de réparer quelque chose que nos croyances sont le filtre à travers lequel on voit le monde. Et donc, c'est très difficile eh bien, d'intervenir sur ces croyances-là. C'est pour ça que vraiment, on a beaucoup parlé des premières étapes, d'identifier déjà. Identifier ce qui se passe et puis prendre cette responsabilité. Euh, donc voilà un petit peu. Ça, c'était la troisième clé. Du coup, Ouais. Et la dernière, c'est, est-ce que tu vas la deviner? Attends, essaye de savoir. Une fois qu'on a pris la responsabilité, une fois qu'on on va a vers l'avant. Là, tu vas comment on construisait son bonheur et l'instant présent et tout ça, qu'on a pardonné, qu'est-ce qu'on doit faire? L'ultime. bah, je dirais que tu vas vers soit les autres, soit vers le futur. Non? Eh ben, c'est l'amour de soi en fait. Ah, Voilà. l'amour. Ouais, bien sûr. Voilà, parce que pour aimer les autres, pour être bien Mm. avec soi, il faut commencer, il faut s'aimer. Ouais, Si on ne absolument. s'aime pas, on pourra faire tout ce qu'on veut. Déjà, on sera dans l'attente de l'amour de l'autre. On sera dans. Alors, l'attente de l'amour de l'autre, c'est pas forcément amoureux. Hein. On sera aussi dans l'attente. Alors, quand je dis l'amour, ça peut être remplacé, mais c'est de l'amour qu'on attend. Hein. Quand on Mhm. attend de la reconnaissance, de la valorisation, tout ça, c'est qu'on attend de l'amour en fait. Donc, ça peut être avec ses employeurs. Au travail, on attend d'être reconnu. On Mhm. attend qu'on nous félicite, on attend tout ça. Donc, on attend l'amour des autres. Pourquoi? Parce qu'on ne se reconnaît pas, on ne se valorise pas, etc. Avec un homme, on attend qu'il nous aime. Pourquoi? Bah parce qu'on s'aime tellement pas qu'on se dit que lui, s'il nous aime, ça va venir remplir le vide qui est en nous. Avec nos enfants, avec notre famille, avec nos amis, avec tout le monde, on va être dans cette attente d'amour de l'autre, alors que en fait,
on prend le problème encore à l'envers, hein. Mais dans tout, on prend le problème à l'envers. Si tu regardes la responsabilité, on voudrait que les autres soient responsables, mais c'est nous. Dans le bonheur, on voudrait qu'il soit à l'extérieur et en fait, il est dedans. Avec le pardon, on voudrait qu'on vienne nous demander alors que c'est à nous de le faire. Et pour l'amour de soi, c'est pareil. En fait, on a été monté à l'envers. C'est ça. Moi, je pense qu'on a été monté à l'envers. Et quand on commence à s'intéresser à ces questions de développement personnel, etc., tu es d'accord qu'on est là à défaire un truc pour le faire à l'envers. Et que c'est comme ça que ça fonctionne. Et en réalité, voilà, donc la dernière de mes clés pour se libérer du passé, en tout cas s'ouvrir à son futur, hein, parce que c'est ça dont tu parlais, effectivement, pour moi, ouvrir la porte du futur, si on est encore bloqué dans le passé, le futur va être coloré de l'empreinte du passé. Je te donne un exemple, et je donne un exemple à tout le monde qui soit très concret, très parlant. On a été trahi dans le passé au niveau amoureux, par exemple. On est tombé sur des partenaires qui nous trompaient et on rencontre un nouveau partenaire, tout va bien. Et là, on se dit, non mais c'est un peu trop beau pour être vrai. Ou on commence à le soupçonner. Non, mais peut-être qu'on n'est pas tranquille. On présuppose qu'il va nous tromper, qu'il va faire comme les autres. Mais pourquoi on fait ça ? Il n'a montré aucun signe. Pourquoi on fait ça ? On fait ça parce qu'on ramène notre passé dans le présent. Et qu'est-ce qui va se passer dans le futur ? Eh ben, peut-être qu'il va nous tromper. Et nous, on se dira, eh ben voilà, j'avais raison, j'en étais sûre. Mais on n'était sûr de rien du tout. On s'attendait à quelque chose. Et il s'est passé exactement ce à quoi on s'attendait. Et en fait, c'est nous, tu parlais de loi d'attraction, hein, mais là, elle est dans sa pleine puissance. C'est-à-dire que c'est nous qui allons attirer quelqu'un qui va nous faire vivre ce qui colle parfaitement avec nos croyances. Pourquoi, comment, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est comme ça que ça va se passer. Donc, l'amour de soi, c'est vraiment la clé pour être... justement pour tous ceux qui veulent construire de bonnes relations avec les autres, que ce soit au niveau amoureux, mais à tous les niveaux. Ah, ça, c'est quelque chose, effectivement, l'amour, une chose dont je parle assez souvent. Moi, je mets la peur d'un côté, l'amour de l'autre dans mes présentations et j'aime bien dire qu'il est essentiel d'apprendre à surmonter ses peurs, d'apprendre aussi à cultiver cet amour pour briller, effectivement, mieux se connaître, partir un peu à la recherche de soi. Et c'est rigolo ce que tu disais tout à l'heure, défaire pour faire. Moi, c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, j'ai écrit un message là-dessus sur cette idée du développement personnel. J'avais l'impression plutôt que l'idée était d'enlever les couches, tu vois, plutôt de revenir à soi, de se reconnecter. Alors, on a un peu l'idée de développement, tu vois, d'aller comme ça. Et puis, il y a aussi cette idée de revenir à soi, je pense, avant de construire autre chose. Et donc, je trouvais très intéressant ce cheminement que tu proposes, tu vois, ce fil directeur qui arrive à l'amour de soi et puis ensuite le futur et ensuite effectivement les autres. Mais tu as tout à fait raison, la première étape, c'est de cultiver d'abord cet amour pour soi, pour pas être en attente et colorer tout ce qu'on va faire, tout ce qui va se passer de ces blessures qui sont toujours là et qui n'ont pas été identifiées, voire résolues, effectivement, ou en tout cas accueillies, parce que finalement, c'est peut-être… Accueilli, c'est le mot. C'est ce terme, en fait, le terme d'accueillir ce qui s'est passé, hein, parce qu'effectivement, on ne peut pas refaire le passé, il ne faut pas le nier non plus. Ils disaient mettre le couvercle sur les émotions négatives. L'idée, c'est vraiment de cultiver cet accueil de tout ce qui nous est arrivé. Et tu ne crois pas si bien dire, parce que dans mon livre, je parle davantage de dépouillement personnel. Tu disais d'enlever. C'est drôle. Oui, j'avais pas trouvé ce terme. Mais mais quand tu l'as dit, j'ai dit, c'est drôle. Et je croyais que tu allais le dire, mais non. Et en fait, je dis, voilà, le développement personnel est davantage du dépouillement personnel. On enlève les couches. C'est comme ça qu'on va mieux se connaître. Et puis, on n'a pas parlé de l'enfant intérieur, parce que ça serait, voilà, il y a tellement à dire, hein, mais pareil, voilà, il y a un enfant qui vit en nous, c'est lui qui se manifeste à travers ses émotions douloureuses, c'est lui l'enfant blessé. Et il y a aussi ce côté enfant joyeux, émerveillé qu'on peut tous, avec lequel on peut tous reconnecter une fois qu'on sera venu guérir les blessures de cet enfant blessé pour aller vers voilà, plus de joie, plus de tout. Ouais, absolument. Ouais, cette idée d'enfant intérieur, elle me parle aussi beaucoup parce que je pense que c'est… En fait, moi, j'ai le sentiment que
on est plus nous enfants finalement. Tu vois, il y a quelque chose de brut, comme un diamant brut en fait. J'en parle souvent quand on est enfant tout petit, on est avec plein de choses. Et puis ensuite, eh ben, on rajoute comme des voiles par-dessus, de l'opacité, un peu de formatage, un peu de, on n'ose pas dire les choses, la honte, le regard des autres, etc. La peur en fait, tout ce que je mets un peu dans la peur. Et effectivement, l'idée du dépouillement personnel, ce serait d'enlever tous ces voiles, toutes ces couches pour aller revoir un petit peu ce qu'il y avait à l'origine quelque part et ce qui est encore là en nous, cet enfant intérieur. C'est ça. Alors c'est sûr qu'après on devient, enfin, si on n'y va pas, moi je me souviens, c'est que j'avais peur de montrer ma vulnérabilité. Oui, bien sûr. Ah oui, parce que là on est vraiment tout nu, parce qu'on porte tous des masques. Et plus on a souffert, et plus le masque devient armure. Moi j'avais carrément une armure. Et donc j'étais perçue avec l'armure forcément. Et moi j'avais le sentiment, parce que c'est qu'une illusion, hein, qu'elle me protégeait, mais on n'est jamais protégé, c'est pas vrai, c'est qu'une illusion. On se coupe en tout cas, voilà. Elle ne protège pas, mais elle nous coupe des autres, elle nous coupe même de nous-mêmes, elle nous coupe de nos émotions, de nos ressentis, et on finit par être comme un zombie finalement. On vit, mais on ne sait même pas pourquoi. On avance, on prend des coups. Alors moi, c'était mon cas. Je prenais des coups, je me relevais, je repartais. J'étais en guerre avec la vie, sauf qu'elle n'était pas en guerre contre moi. Donc je me débattais toute seule avec moi-même. Et ça crée beaucoup de malheur et de frustration. Alors que une fois qu'on est devenu soi-même, c'est vrai qu'on est vulnérable. Mais ça en est presque touchant. Oui, et puis c'est là qu'on se connecte aux autres. C'est là aussi qu'on se connecte aux autres. C'est vrai que tu nous as raconté ton parcours au début. Les personnes qui sont arrivées après pourront le revoir en replay, parce que je vais le mettre sur la page. Et c'est vrai que c'est très touchant. Et tu as osé dévoiler des choses sur toi et montrer ta vulnérabilité, ce qui nous montre que tu as fait un certain travail, parce que ce sont des choses qui nécessitent du courage, en tout cas de l'accueil. On parlait d'accueil, de l'acceptation. Et donc, c'était un très beau message. Et on est en train de dépasser totalement notre timing. En même temps, on a commencé très en retard. Donc, ça a été vraiment un excellent moment. Je te remercie beaucoup, Noémie, pour ta patience aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de bugs au démarrage. Hein. On a eu pas mal de soucis à se lancer. On a dû trouver une solution, comment dire, un plan B, quoi. Voilà, un petit peu improvisé vraiment à la dernière minute. Je te remercie beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. Ces échanges qu'on a eus. Et puis, je mettrai en dessous de la vidéo le lien vers le livre dont tu as parlé, les références, et puis ton site. Hein, voilà, comme ça, les personnes qui le souhaitent pourront aller voir un petit peu ce que tu proposes, peut-être plus en détail, si c'est une question qui les intéresse, si elles sentent qu'il y a une recherche à faire peut-être au-delà de ce qu'on a échangé ici, qui était très intéressant. Je vous remercie vraiment toutes d'avoir été aussi nombreuses présentes malgré ces aléas et d'avoir téléchargé ce logiciel, d'avoir fait tout le nécessaire pour ça. Je vais le poster sur la page rapidement, le temps que on fasse le petit montage qui va bien. Je vous souhaite une très belle journée. Est-ce que Noémie, tu as une dernière chose que tu voulais ajouter ou le mot de la fin? Tiens, je te laisse le mot de la fin. Alors, c'est une phrase que je dis souvent, c'est que vos rêves, vos projets sont importants. Vous êtes important. Croyez en vous et ne renoncez jamais à vos rêves. Merci beaucoup. Rien à ajouter. Je coupe là-dessus. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Hop.